Voilà, bonsoir bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire. Ce soir, on va faire un webinaire avec Alioum Chapelle. Bonjour Alioum, bienvenue. Bonsoir à tous, moi je vais vous parler d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup, c'est les îles Lofoten et particulièrement les îles Lofoten en hiver avec leur lumière très particulière. Alors au niveau du webinaire, je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue et à vous dire, n'hésitez pas à vous poser vos questions directement dans le chat, pas dans la partie questions-réponses, mais plutôt directement dans le chat, comme ça je les vois. J'essaierai de répondre à certaines pendant le webinaire et puis à la fin, mais on fera une séance questions-réponses de toute façon. Donc si j'ai pas forcément répondu à ce moment-là, n'hésitez pas à reposer les questions à la fin. Alors, au niveau des sujets que je vais traiter, ceux qui ont déjà vu des webinaires avec moi, les deux premières parties, vous les connaissez, je vais parler un peu de moi, j'aime pas trop le faire, mais c'est quand même nécessaire, comme ça vous savez qui je suis. Puis je parlerai aussi du matériel, parce que c'est aussi un webinaire organisé par Sony, une marque d'appareil photo, donc c'est normal de parler de matériel que j'utilise. Ensuite, on fera un petit point un peu plus logistique, géographie, météo sur les Lofoten en hiver, parce que c'est quand même assez particulier par rapport aux destinations photos dont vous pourriez avoir l'habitude. On continuera avec la partie vraiment sur les photos en hiver aux Lofoten, tant des techniques un peu de prise de vue, mais aussi quelle lumière à quel moment, quel type de lumière on a, à quel mois on va avoir quel genre de lumière, la durée de la journée et ce genre de choses-là. Ensuite, je ferai un point sur les aurores boréales. Ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier qu'on a notamment au Lofoten en hiver, aussi en Finlande, en Islande et dans des pays comme ça très au nord. Et puis je terminerai par un point sur le post-traitement, notamment des aurores boréales et des photos prises la nuit, mais aussi de tout ce qui est les logiciels que j'utilise et quelques avant-après, juste pour vous montrer les différences. Je ne vais pas faire des tutoriels de post-traitement complet parce que ce serait beaucoup trop loin, mais ça, vous pourrez pas hésiter à aller voir sur ma chaîne YouTube où il y en a quelques-uns. Et comme promis, on terminera avec une séance de questions-réponses à la fin. Alors, à propos de moi, je m'appelle Alioum Chapelle. Je suis photographe de paysage depuis maintenant 2013, où j'ai commencé la photo comme ça, en faisant du voyage un peu sur le tas. Et puis, une fois que j'ai fini mes études en 2016, je trouvais pas trop de travail qui me convenait dans mon domaine. Et donc, j'ai décidé de faire de la photo à plein temps. C'était une idée un peu folle et les 2, 3 premières années ont quand même été assez difficiles. Ça a pris un peu de temps à démarrer, ce qui est, je pense, normal pour toute activité, mais c'était quand même pas forcément facile. Mais au final, je le regrette pas du tout et les difficultés du passé valaient vraiment la peine par rapport à ce que je peux faire maintenant. En 2018, j'ai commencé à travailler comme ambassadeur avec Sony et puis en 2019, j'ai commencé à faire tout ce qui est des voyages photos avec une agence qui ne fait que ça, qui s'appelle Photographe du Monde. C'est vraiment des voyages où on part une semaine faire des photos, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Et après 2019, il y a eu le Covid et donc il y a un peu tout qui s'est arrêté et depuis, on verra un peu. Au niveau des activités professionnelles, parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement par rapport aux photographes de paysage, je vais passer rapidement dessus. Quelles sont les sources de revenus? C'est surtout tout ce qui est enseigner la photo, donc les voyages photos, les cours particuliers, les tutoriels en ligne. Et puis à côté de ça, il y a un peu de vente d'images, mais c'est un domaine où les bénéfices régressent de plus en plus pour tous les photographes en général. Puis par exemple, vendre un peu des produits digitaux comme des presets. Et puis d'autres sources de revenus, de temps en temps, des conférences ou des webinaires comme celui-ci. Au niveau des voyages photos, pour vous présenter très rapidement, par exemple, il y a les Lofoten que j'ai fait en 2019 et en 2020. Normalement, en 2022, il est au programme aussi. J'espère pouvoir le faire. Les Dolomites, l'Écosse, la Bretagne, la Slovénie. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les destinations. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et on va passer directement au choix du matériel. Et je vais vous expliquer le matériel que j'utilise maintenant, mais le matériel que j'utilisais au moment des photos que vous allez voir était un peu différent parce que forcément j'ai changé depuis 2019-2020. Alors la question, avant de parler d'un boîtier précis, pour moi c'est qu'est-ce qu'il faut sur un boîtier pour faire de la photo de paysage et aussi des aurores boréales ou de la Voie lactée qui sont un peu des sujets complémentaires. C'est idéalement un capteur de bonne qualité, la meilleure qualité possible, et pour ça, les Sony sont très bien. Moi, actuellement, j'utilise l'A7R4, mais par exemple, l'A7 III est déjà très très bien, et vous allez pouvoir faire des très bonnes photos, notamment pour tout ce qui est de la montée en ISO de Voie lactée, d'aurore boréale.
Et ce qui est important aussi, c'est pour moi, c'est qu'ils aient une bonne plage dynamique, donc pouvoir avoir le plus de lecture des tons sombres et des tons clairs. Ils arriveront jamais au niveau de l'œil humain pour le moment, mais plus on a une bonne plage dynamique, plus on aura facile à gérer les différences de contraste sur les photos de paysage. Et puis, quelque chose d'important pour moi, c'est aussi d'avoir une autonomie qui est relativement bonne, parce qu'il y a toute une série d'hybrides pour le moment qui n'ont pas forcément une bonne autonomie. Et notamment en hiver, j'en reparlerai plus tard, mais les batteries ont un peu plus de mal, donc c'est pratique d'avoir une bonne autonomie. Donc ça, c'est un peu, moi, les critères que je prendrais en compte si je devais acheter un boîtier pour faire de la photo de paysage. Au niveau du A7R4, on a un capteur avec beaucoup de mégapixels, peut-être trop pour la plupart des gens d'ailleurs, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est pratique parce que ça permet des recadrages et vraiment d'avoir beaucoup plus de latitude après la prise de vue, mais c'est pas absolument nécessaire d'avoir autant de mégapixels et un A7 III est largement suffisant pour faire des très bonnes photos de paysage et vous verrez d'ailleurs que toutes les photos ici ont été prises avec un A7 III et pas avec le R4 que j'ai maintenant. Je verrai la prochaine fois que je vais au Lofoten si ça fait une grosse différence en termes de prise de vue. Je pense pas forcément, mais j'aurai un peu plus de latitude pour tout ce qui est du recadrage. Ce qui est vraiment bien sur le R4 et aussi sur le 7.3, c'est la bonne plage dynamique dont je vous parlais plus tôt. On est à plus ou moins 15 stops, en sachant que le humain est à 24 stops. Donc vous voyez qu'on est encore assez loin, mais avec la bonne plage dynamique, plus des fichiers RAW qui sont quand même qui donnent une bonne plage de post-traitement, ben on arrive à quand même, avec souvent un seul fichier RAW, arriver à reproduire ce qu'on voyait plus ou moins avec l'œil humain. Ce qu'on n'avait pas sur des boîtiers plus anciens qui étaient à 10, 11, 12 stops et qui étaient beaucoup, beaucoup plus limités. Et puis deux choses importantes sur le R4, c'est qu'il a, moi je trouve, un beau rendu de couleur, meilleur que sur le 3. Là, il y a eu une vraie évolution, et meilleur que sur les boîtiers beaucoup plus anciens de chez Sony, comme l'A7 de base, l'A7 II, l'A7 R2. Il y a vraiment eu une belle amélioration pour ça, donc moi je le trouve bien pour tout ce qui est couleur. Et puis une bonne gestion du bruit, malgré les mégapixels. Je dirais qu'on est plus ou moins équivalent à l'A7 III en termes de gestion du bruit, sauf qu'on a plus de mégapixels. Après, au niveau des objectifs, et je pense que c'est plus important que le boîtier, et c'est là-dedans qu'il faut investir d'abord avant d'acheter un boîtier super haut de gamme, c'est avoir assez d'objectifs pour couvrir le plus de plages focales différentes. Donc idéalement, moi c'est ce que j'utilise tout le temps, un ultra grand angle, soit 12-24, 16-35, un objectif transstandard, 24-105, 24-70, et puis un téléobjectif, et là ben, c'est un peu au choix, j'ai mis le 70-200, 70-300, 100-400, maintenant j'utilise aussi un 200-600. Je l'ai jamais pris au Lofoten, donc je ne sais pas si je l'utiliserai. Moi personnellement au Lofoten j'utilise beaucoup un ultra grand angle. Je vois que quelqu'un dit qu'il ne me voit pas. Est-ce que les autres ont le même problème? J'ai déjà réglé le problème. Ah d'accord, parfait. Là. Je continue alors. Donc ça c'est plus les objectifs prise de vue classiques. Je reviendrai un peu plus tard sur les objectifs pour les prises de vue d'aurore boréale parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et donc ici, juste pour vous montrer un peu les différences au niveau des objectifs, ici on est sur vraiment de l'ultra grand angle qui permet de capturer des scènes très très larges et moi je trouve que ça s'y prête bien au Lofoten parce qu'on est souvent très proche des montagnes, parce qu'on a la mer et puis directement des montagnes et donc on n'a pas forcément toujours du recul. C'est possible d'avoir du recul comme par exemple ici où on a une photo prise avec une focale un peu plus standard. Et puis, on peut même s'en sortir au téléobjectif et faire des gros plans plus serrés, mais les deux dernières fois que j'y suis allé, en tout cas, j'ai été moins attiré par ces prises de vue. Mais bon, ça, c'est un choix, c'est un peu un choix de chacun, de voir ce qu'il fait. Moi, j'aime vraiment bien travailler au grand angle là-bas. Je vous montrerai des exemples plus tard pour expliquer pourquoi, mais je trouve que ça s'y prête plus. Et après, en plus des appareils photo, ben, on peut aussi utiliser le drone. La plupart des Lofoten, on a le droit de faire voler le drone. Bon, j'ai pas été revoir les lois de cette année s'il y a eu des changements, mais en tout cas auparavant c'était tout à fait autorisé. Il y a juste une zone qui est bien délimitée où c'est complètement interdit. Et là où ce à quoi il faut faire attention au Lofoten, comme avec le boîtier, ben c'est la sensibilité des batteries au froid, surtout sur les drones. Et donc il faut pas trop surestimer la capacité de sa batterie et il faut être plutôt safe. Bon, je vais pas vous faire un cours complet sur la sur la prise de vue en drone, mais c'est un endroit où je trouve ça s'y prête bien. Voilà, je vous mets par exemple deux images ici qui sont prises en drone. Ça permet d'avoir des points de vue assez inédits qu'on n'aurait pas forcément du sol. Et moi, je trouve que ça rajoute une dimension.
Mais c'est pas non plus quelque chose qu'il faut utiliser tout le temps. C'est vraiment dans certains cas, parce que par exemple ici, moi j'aimais beaucoup la courbe de la rivière, et en étant au sol, on n'arrivait pas à la capturer correctement. Je la voyais, mais je pouvais pas la photographier comme je voulais. Donc là, en sortant le drone, j'ai pu prendre un peu de hauteur, et ça permet vraiment d'amener le regard dans l'image, et aussi de faire ressortir la couleur assez bleutée de l'eau. Et comme je vous avais dit, un petit point sur le matériel photo en hiver, il faut savoir qu'au Lofoten il fait quand même assez froid, donc les batteries elles vont tenir un peu moins bien. C'est bien d'avoir des batteries de rechange. Idéalement, les batteries de rechange, il faut les garder dans sa poche le plus possible collées à soi pour qu'elles restent chaudes. Et puis il faut protéger le boîtier un peu des éléments, parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a souvent de la neige, parfois de la pluie, il peut y avoir aussi des embruns, donc il faut faire un petit peu attention, de nouveau en fonction de la qualité du boîtier et de sa résistance aux éléments, mais il faut être un peu plus prudent que quand on fait des photos en plein été sur la Côte d'Azur, on va dire. Quoique, il peut y avoir du sable. Et une chose qu'on oublie souvent, c'est la condensation extérieure-intérieure. Donc, comme il fait assez froid, le matériel photo va se refroidir. Et si on rentre le boîtier directement et qu'on le sort du sac à l'intérieur, ça risque de condenser à l'intérieur de l'objectif. Donc, moi, ce que je fais en général, si je rentre mon boîtier à l'intérieur, je le laisse dans mon sac et je l'ouvre pas avant 1 à 2 heures, avant que ce soit réchauffé tout doucement, parce que c'est vraiment la différence de température rapide qui pose un problème. Mais en restant dans le sac, il reste relativement froid et il se réchauffe progressivement. Et donc ça évite d'avoir de la buée à l'intérieur de l'objectif. Et parce que ça, une fois qu'il y en a, j'en ai déjà eu une fois, il faut attendre parfois 2-3 heures avant que ça reparte. Et c'est assez embêtant. Alors c'est tout pour tout ce qui est de la partie matérielle. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet sur les Lofoten. Je vais vous faire un premier point plutôt sur l'hiver au Lofoten et vous expliquer où c'est. Pour ceux qui ne se connaissent pas, je vous ai fait une carte ici. Donc on a la Norvège ici à droite et on est vraiment sur un chapelet d'îles tout au nord. On est au-dessus du cercle arctique. Donc il fait quand même assez froid, mais ça va encore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hiver, on a presque tout le temps de la neige. C'est rare qu'on ait des jours où la neige a complètement fondu, mais on peut parfois avoir de la pluie. Moi, j'ai jamais expérimenté, mais on voit des jours où il pleut. Et au niveau de l'accès, comme on voit que c'est assez isolé, soit on arrive en avion directement à Leknes, ce qui est le plus facile, soit on peut arriver à Tromsø et puis reconduire tout en voiture ici, soit arriver à Bodø et prendre le ferry jusqu'au Lofoten. Le plus facile, c'est d'aller à Leknes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les conditions météo assez très changeantes, souvent on est bloqué en fait. Donc l'autre fois, je me suis retrouvé bloqué parce qu'ils ont dû annuler les vols parce que c'est des tout petits avions à hélice et qui volent à vue, et donc dès qu'il y a une tempête de neige, ils peuvent pas voler, donc ils doivent rester. Et j'ai dû passer un jour de plus à attendre que ça se dégage. Et donc ça arrive quand même assez régulièrement. Et les Norvégiens sont pas toujours très doués avec leur vol aussi, et même au retour, j'ai eu un vol annulé à Oslo, alors que là, il n'y avait pas de problème, et apparemment, ça arrive assez régulièrement. Si je vous ai mis une carte un peu plus zoomée, où ça permet vraiment de voir le relief des îles, en fait, et à quel point elles sont découpées, et on voit qu'en fait, on a à peu près une seule route qui fait toute la longueur des îles, et qui s'arrête ici en bas. Et donc il y a toute une partie ici, par exemple, en haut, qui n'est pas accessible en voiture, et là, il faut soit prendre un petit bateau et puis marcher, soit en hélicoptère. Donc en hiver, c'est globalement inaccessible pour la plupart des gens. Donc on se contente en général de rester sur cette route-ci, et puis elles partent, par exemple, il y a une route qui va aller là, on va avoir des routes qui vont... Il y a quelques petites routes secondaires, mais c'est quand même assez simple au niveau du réseau routier, et pour s'y retrouver. Par contre... Oui. Je peux te demander une question. Est-ce que c'est cher pour arriver jusque là-bas? Mais les vols sont quand même rapidement assez chers, en fait. Si on veut aller jusqu'à Leknes, on est vite à 300-400 euros quand même. Parce qu'en fait, il faut prendre 3 vols. Il faut faire un vol Bruxelles-Oslo, Oslo-Bodø, et puis de Leknes, Bodø-Leknes. Donc c'est assez loin, en fait. On y passe une journée quasiment pour aller juste de l'avion. Même si la distance, en fait, si on avait un vol direct est assez réduite, comme on doit passer par trois vols différents, c'est tout de suite loin, en fait. Ouais, et cher. Pour trouver de l'accommodation, donc pour trouver du logement, c'est aussi compliqué ou? Ça, c'est quand même assez bien servi. Moi, comme sur les voyages photos, c'est pas moi qui en occupe, je sais pas trop, mais il y a quand même pas mal d'Airbnb ou d'hôtels, mais c'est assez cher. C'est ça c'est la Norvège, et en plus, c'est un coin assez isolé, donc
on est quand même sur un coût de la vie qui est beaucoup, beaucoup plus élevé qu'en Belgique ou en France. Donc, globalement, tout ce qui est nourriture, il faut au moins faire x2. Mm. Et donc, ben, une fois qu'on est arrivé là-bas, c'est déjà une bonne chose. Après, il y a quand même le problème, c'est que il y a des tempêtes de neige assez fréquentes, donc régulièrement, les routes se retrouvent fermées. Ça, il y a un site internet pour le suivre. Et elles sont jamais déneigées complètement, donc il y a toujours soit de la neige, soit de la glace. Au niveau de la conduite, c'est pas trop compliqué. Il faut juste pas rouler trop vite. Et comme je vous montrais, ben, comme on n'a qu'une seule route, les distances sont au final assez réduites. Donc si on a un hébergement qui est bien au centre, on va avoir 3 quarts d'heure pour aller dans un sens et 3 quarts d'heure pour aller dans l'autre. Et ça permet de couvrir déjà une zone vraiment très très intéressante. Donc c'est assez facile une fois qu'on a pris les coups de conduire sur les routes gelées. Après, c'est des voitures avec des pneus cloutés, donc elles adhèrent quand même assez bien. C'est pas comme en Belgique, dès qu'il neige 3 flocons, que toutes les routes sont bloquées. C'est pas du tout ça. Mais il arrive parfois qu'il neige très très fort, et même là, ben, il faut vraiment faire attention parce que la neige s'accumule tout de suite. Au niveau des paysages, ben, vous en avez déjà vu quelques photos. Ce qui est vraiment très caractéristique au Lofoten, c'est le mélange entre la mer et des montagnes qui sortent vraiment quasiment de nulle part. On le voit ici, c'est vraiment une mer plate et puis directement des montagnes avec pas mal de dénivelé. Après, j'ai marqué que c'était des petites montagnes parce que on est rarement au-dessus des 1000 mètres, mais quand on est au niveau de la mer et qu'on a 1000 mètres de dénivelé, ça paraît très très impressionnant évidemment. Sinon, au niveau des autres paysages qu'on peut photographier là-bas, c'est tous les petits villages de pêcheurs typiques, comme vous allez le voir. Et puis pas mal de plages assez photogéniques, parce que toujours on a les montagnes derrière et ça fait un mélange vraiment atypique. Au niveau de la météo, ben, j'en ai déjà parlé un peu. C'est très changeant, mais en même temps, on a le Gulf Stream, donc il fait encore assez chaud, je vais dire. Par rapport à la latitude où on est vraiment très très au nord. On est globalement entre -15 et +5. Moi, ce que j'ai expérimenté la plupart du temps, c'était plutôt entre 0 et -5. Mais la nuit, ça peut descendre assez fort et il peut y avoir des jours un peu plus chauds où on passe à 5 degrés et où il peut même pleuvoir. Et bon, ça c'est un peu plus triste au niveau de la météo parce que ça fait fondre la neige à moitié et c'est un peu moins joli. Mais ça dépend vraiment des mois et parfois il peut pleuvoir en février, neiger en mars et c'est complètement aléatoire et c'est dû notamment au fait que les dépressions passent directement sur l'île en fait. Et donc on a une météo qui change dans tous les sens. En plus, il y a des montagnes et en plus il y a la mer. Donc ça fait qu'il y a des marées, ce qui influence la météo. On a les montagnes qui font passer les nuages d'un côté à l'autre qui se bloquent. Donc c'est très très dur de prévoir la météo comme je vous le mets ici. Et essayer de faire des prévisions, même sur le jour d'après, c'est quasiment impossible. On peut avoir une idée de la tendance générale, mais globalement, on va jamais savoir exactement ce qu'on va avoir, sauf si on a un anticyclone au-dessus des îles, mais en hiver, c'est très très rare. Donc moi, pour tout ce qui est à moyen terme, je vais plutôt utiliser Windy, qui permet ben, d'avoir des cartes satellites basées sur des modèles, sur les modèles qui sont utilisés en Europe. Et ça permet de voir un peu les tendances générales, mais sans avoir un exemple précis de la météo. Ici, ben, on voit par exemple la dépression. C'est une capture d'écran que j'ai fait il y a quelques jours hein, pour ce mercredi. On voit que la dépression est directement au-dessus, et si vous suivez les petites flèches, les vents partent dans tous les sens, et donc à un moment les nuages peuvent être partis, et puis ils peuvent revenir une demi-heure plus tard. D'un côté d'une montagne, il n'y a pas de nuages, de l'autre côté, il y en a, et donc c'est vraiment très très aléatoire, et c'est un endroit où il ne faut pas trop insister sur la prédiction. Ce qui est plus utile, c'est vraiment de faire du court terme sur 1 ou 2 heures en utilisant par exemple Météo et Radar. C'est une application et un site internet qui lui permettent de visualiser la couche nuageuse sur les 2 dernières heures et il fait une prédiction sur les 2 heures suivantes. En général, ces prédictions vont être assez mauvaises parce que c'est très compliqué là-bas, mais ça permet quand même d'avoir une idée d'où sont les nuages. Et là, le jour où j'ai fait la capture d'écran, on voit que c'est bien dégagé et globalement, c'est plein soleil. Et ou sinon, une autre technique, mais malheureusement il n'y en a pas beaucoup, c'est de regarder les webcams directement en temps réel. Ça permet de voir la météo d'un côté de la montagne. Si on en prend une de l'autre côté, on va pouvoir voir un peu la météo de l'autre côté. Mais comme je disais, il n'y a pas énormément de webcams, donc parfois il y a certains endroits où il n'y en a pas, on va pas pouvoir regarder la météo, mais ça permet quand même de se donner une idée assez facilement de quel temps il fait. Voilà, c'était tout pour la partie sur tout ce qui est plutôt logistique, météo, et maintenant je voudrais vous parler de comment photographier ces lumières hivernales,
quelles sont ces lumières hivernales en fonction des mois, parce que ça a beaucoup d'impact en fait au niveau de la météo et surtout des lumières, à quel mois vous allez y aller, parce que la durée du jour change très vite en hiver. Donc on voit en janvier, au début du mois de janvier, il fait encore nuit noire tout le temps, et puis à la fin du mois de janvier, on va avoir des journées qui font 5 heures. Février, on va avoir des journées de 5 à 9 heures, donc en un mois, la journée se rallonge très vite, et puis en mars, on est sur des journées un peu plus normales, entre 9 et 13 heures. Et comme ça parle peut-être pas beaucoup au niveau de la lumière, mais je vous ai fait des captures d'écran ici dans Google Earth. Et en fait, ça s'est pris le 25 janvier, le 25 février et le 25 mars à exactement la même heure. Et vous voyez, en fait, l'altitude du soleil est complètement différente. Ce qui fait que le 25 janvier, par exemple, le soleil va à peine monter au-dessus de l'horizon, donc on va avoir des lumières très rasantes toute la journée. Dans certaines zones, il va pas y avoir de soleil du tout parce que les montagnes vont le bloquer. Et donc ça permet d'avoir quasi un coucher lever de soleil en permanence, mais on va pas avoir beaucoup de zones éclairées directement par le soleil. En février, on a un peu plus cet équilibre-là, surtout mi-février, le soleil commence à monter assez haut, il va passer au-dessus des montagnes. On a globalement une lumière qui est encore belle toute la journée. Par contre, en mars, surtout fin mars, là on a un soleil qui est déjà très haut, avec une lumière assez dure, donc fin mars c'est vraiment très moyen, début mars c'est encore bien. Mais on va avoir quelques heures dans la journée où la lumière est moins intéressante, tandis qu'en début février, fin janvier, on a vraiment une lumière qui peut être belle toute la journée. Par contre, l'inconvénient, c'est que si le lever de soleil est mauvais, en général, le coucher de soleil sera mauvais aussi, vu qu'ils se suivent que de quelques heures. Il y a beaucoup de chances que la météo ne se soit pas améliorée entre le coucher et le lever. Tandis qu'au mois de mars, comme il y a 7, 8, 9 heures entre les deux, la météo a le temps de changer, donc ça permet d'avoir potentiellement un beau coucher du soleil alors que le lever de soleil était complètement raté. Alors à côté de ça, c'est aussi conditionné par moi, mais on va avoir différents types de lumière. Donc par exemple en janvier, on va être beaucoup sur de l'heure bleue du crépuscule, et comme le soleil fait vraiment une courbe très plate, l'heure bleue et le crépuscule vont durer très longtemps en fait. Si vous regardez en été maintenant, un coucher de soleil est très court, la période de l'heure bleue est très courte. Tandis que là, ça peut durer 2-3 heures où on a vraiment des belles conditions pour faire des photos. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on a des journées, même si elles sont plus courtes, la période de lumière exploitable est globalement plus longue. Et donc ça, c'est vraiment beau. Et puis, il y a une certaine sensation qui est dure à décrire. En anglais, ils appellent ça Arctic Glow. C'est vraiment ces couleurs très roses, très pastel qui vont rester sur l'horizon, mais ça peut durer vraiment 1 heure, surtout fin janvier, début février, ça dure très longtemps, ça change très lentement, et donc ça donne une atmosphère complètement différente, surtout si on rajoute à ça la grosse couche de neige qui absorbe tous les sons, et donc on a vraiment une atmosphère très particulière qu'on n'a pas forcément si on allait dans les Alpes ou dans les Dolomites en plein hiver, parce que la lumière ne serait pas la même. Et au niveau des lumières, moi que je trouve exploitable, c'est l'heure bleue et le crépuscule, l'élevé coucher de soleil, et puis l'heure dorée, tout ce qui est 1 heure, 2 heures après parfois 3 heures après le lever du soleil. Et donc, globalement, un séjour là-bas et les voyages photos que je fais, ils sont toujours dictés par la météo, et en fonction de la météo, on va vraiment adapter la journée. Et là, je vous ai parlé des belles lumières, je vous montrerai quelques exemples de photos après prises avec un temps complètement gris, ou au milieu d'une tempête de neige. Il y a aussi moyen de faire des belles images, mais ça demande un peu plus de motivation et d'imagination. Donc ici, je vous ai repris un peu pour vous montrer les différents types de lumière. Ici, typiquement, une belle heure bleue, et ça, l'heure bleue marche vraiment très bien dans tous les petits villages de pêcheurs, parce que dans les Lofoten, ils ont quasiment une lampe à chaque fenêtre, en fait. Je pense que c'est notamment parce qu'au mois de décembre, c'est la nuit noire pendant tout le mois de décembre quasiment, donc ils éclairent énormément, et donc toutes les fenêtres ont des lumières quasiment, et il n'y a pas beaucoup de rideaux, donc on a vraiment une lumière qui se diffuse bien, et ça permet d'avoir des très beaux contrastes entre un bleu, le bleu de l'heure bleue, et puis les éclairages assez jaunes de tous les bâtiments. Et par contre, il faut être patient, parce que là, il a fallu que j'attende au moins 1 heure et demie après le coucher du soleil, avant qu'il fasse assez sombre et assez bleu, tandis que pour le moment, en Belgique, 1 demi-heure après le coucher de soleil, on a l'heure bleue. Donc ça, il faut bien regarder un peu sur les applications comme Photopills, par exemple, pour regarder à quelle heure ça va arriver, parce que en fonction du mois où vous allez, ça peut vraiment être beaucoup plus tard après le coucher du soleil. Alors ici, une autre image plus
crépuscule. C'est un peu ce qu'on appelle l'Arctic Glow, avec vraiment ces lumières très très roses sur l'horizon. Un temps qui change tout doucement, on a vraiment l'impression que c'est figé en fait. C'est très très particulier. Alors ici, ben, là j'ai sélectionné des images un peu plus au niveau du lever du soleil. On n'a pas souvent, en tout cas en hiver, j'en ai pas eu souvent des levées du soleil avec des teintes très très rouges, orangées, parce que c'est rouge plutôt mauve, parce que c'est très souvent des dépressions, et qui dit dépression dit en général des nuages plutôt moyens ou des nuages bas, et donc ils vont s'éclairer une fois que le soleil est déjà monté assez haut dans le ciel, et donc il passe plus à travers la couche d'atmosphère qui permet d'avoir ces levées de soleil, couchers de soleil très très rouges. Donc souvent on a plus des lumières orangées comme ça, mais celle-là, je pense, c'était pris début février. Je pense qu'on est plus d'une heure, voire 1 heure et demie après le lever du soleil. En Belgique, ça c'est globalement pour le moment un quart d'heure après le lever du soleil max, et après ça, ben, on commence à perdre très très vite de la couleur. Mais là, comme le soleil fait vraiment une courbe très très aplatie, ben, il va monter tout doucement dans le ciel, et il faut vraiment attendre longtemps avant que la lumière soit moins intéressante. Et ici, c'est encore un peu plus tôt, on voit que le soleil éclaire à peine le dessus des montagnes. Et ici, ben, plutôt heure dorée, je dirais, avec des lumières un peu plus chaudes, ça contraste assez bien avec le bleu du paysage. Ici, on pourrait se dire que le soleil n'est pas encore très haut, mais en fait, il y a une montagne qui bloque la lumière sur le bas de la montagne ici. En fait, c'est pour ça qu'elle n'est pas plus éclairée que ça. Mais si vous regardez la teinte au niveau des nuages, ben, ils sont déjà plus très très colorés, ils sont déjà assez blancs. Ici, c'est pareil, ben, le soleil, il est déjà assez haut parce qu'il vient éclairer quasiment le bas de la montagne. Et ce qui se passe, ben, c'est que comme je vais reprendre une des cartes au début, parce que ce sera plus facile pour vous montrer, en fait, en hiver, le lever et le coucher du soleil, ils vont toujours se produire ici en bas, en fait. On a souvent le lever du soleil dans cette direction-là et le coucher dans cette direction-là. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, surtout en, en fin janvier, début février, ben, la lumière passe pas derrière les montagnes et il faut vraiment que le soleil soit déjà assez haut pour qu'il vienne éclairer toutes les parties cachées derrière les montagnes. Et c'est ça qu'on voit ici. Ben, en fait, là, il a déjà monté pas mal dans le ciel, mais on garde quand même des teintes assez douces. Et là, ben, je vous parlais avant de photos quand il fait vraiment moche. Voilà, ici, typiquement, on a un ciel complètement plat, il n'y avait aucune texture dans les nuages, mais en cherchant des contrastes un peu différents, contrastes de forme ici, en reprenant... C'est une photo très classique, je vous l'avais probablement déjà vue. Et aussi les contrastes de ces petites maisons très très colorées par rapport à la neige toute blanche, ben, ça permet de faire quand même des images en pleine journée. Et celle-ci, c'était vraiment au milieu de la tempête de neige. D'ailleurs, vous voyez probablement les flocons qui volent dans tous les sens. On en avait marre de rester à l'intérieur. Je me suis dit, on va essayer de sortir. Et au final, il y a quand même moyen de faire des images. Et ici, pour avoir un avant-plan qui était bien propre comme ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé dans la neige pour mettre le boîtier en dessous de la neige, en quelque sorte, pour avoir la partie devant qui soit toute floue. Parce que sinon, il y a des traces de pas partout, évidemment, autour de ces petites cabanes, parce que tout le monde vient les prendre en photo. Et même après une tempête de neige, à moins d'avoir la tempête de neige pendant la nuit, comme vous avez pu voir sur la première photo de couverture, où là, ben, personne n'avait marché, ben, en général, il y a des traces de pas, et donc il faut essayer d'être un peu créatif pour les cacher. Et puis, il y a aussi moyen de faire des photos avec des lumières en plein jour, qui sont peut-être un peu moins intéressantes, mais comme il y a beaucoup d'éléments très très graphiques au Lofoten, par exemple les avant-plans gelés comme ça, on sait quand même faire des choses assez intéressantes. Et ici, on voit en haut de la montagne le vent qui fait s'envoler la neige. Là, il y avait une bonne averse de neige qui s'approchait, là-bas au fond, il faisait tout noir, mais il y avait quand même un peu de lumière qui perçait, et donc, ben voilà, c'est pas en pleine journée, mais il doit être 10-11 heures du matin, ben, on peut quand même faire des images assez sympas, et moi c'est ça que j'aime bien là-bas, c'est qu'on a la possibilité de faire des photos quasiment toute la journée, et on a rarement des journées avec des ciels tout bleus, c'est plutôt avec des gros nuages comme ça. Alors, au niveau de la photographie de la neige, parce qu'au final c'est ce qu'on photographie le plus là-bas, même si c'est des paysages enneigés, on a toujours de la neige, et ça requiert des techniques un petit peu différentes, parce qu'un boîtier, en général, avec sa mesure d'exposition, il va essayer de vous rendre un gris à 50%. Et donc, sur de la neige qui est blanche, ben, il va vous rendre une neige qui est grise de base. Donc, il ne faut pas hésiter à soit utiliser le mode manuel pour ne pas avoir ce problème-là, soit utiliser la compensation d'exposition pour surexposer un petit peu la photo pour avoir un blanc qui soit blanc à la prise de vue.
Après, il faut aussi faire attention aux surexpositions et à pas surexposer la neige, parce que une fois que vous avez surexposé la neige ou le ciel, ben, vous avez complètement perdu la texture, et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, il faut surexposer un petit peu, mais pas trop. Disons, éviter de cramer les zones les plus claires. Un autre paramètre important que moi je travaille plus à la prise de vue, c'est la balance des blancs. Vu qu'on est sur des photos qui sont quasi complètement blanches, si vous changez votre balance des blancs, ben, ça a un impact complètement différent. Personnellement, j'aime bien avoir des photos avec de la neige un petit peu froide, mais il y a des gens qui vont préférer chaud. Donc moi, en général, je le laisse en balance des blancs automatique et je vais le changer en post-traitement. Après, vous pouvez le faire aussi à la prise de vue et choisir votre balance des blancs directement à la prise de vue pour arriver au rendu qui vous plaît le plus. Mais vous voyez ici typiquement, et j'en montrerai d'autres, ben, les blancs sont un petit peu froids et moi je trouve ça plus plaisant et ça accentue en fait cette sensation de froid, d'avoir des couleurs, une neige qui est un peu bleutée. Et une dernière chose auquel on peut faire attention quand on a des tempêtes de neige, ben, c'est soit de figer les flocons, soit par exemple ici ben, il y a un petit flou de mouvement, essayer de faire des flous artistiques sur les flocons. Il y a un peu moyen d'expérimenter pour ça permet de créer des textures différentes. Et voilà les deux exemples que je vous montrais tantôt, ben je les reprends ici. Et c'est aussi quelque chose qui ça vaut vraiment la peine de rechercher, c'est tout ce qui va contraster très fort avec la neige. Donc la neige, elle est assez neutre en termes de couleur, mais c'est tous les éléments en couleur que vous allez pouvoir mettre dans la scène, surtout dans les jours très gris comme ça, ben ça va créer un contraste tout de suite très très marqué et très intéressant. Et c'est accentué par le fait que j'ai choisi une balance des blancs froide dans les deux cas. Et donc on a une neige un peu bleutée et puis les deux maisons avec une couleur plutôt chaude et donc ça contraste très très fort. Alors pour finir, ben, je voudrais un peu vous montrer tout ce qui est composition et surtout les images au grand angle parce que moi c'est ce que je fais le plus là-bas et c'est aussi le plus difficile. Et donc ça vaut la peine de travailler un peu plus ces compositions au grand angle. Ce que je dirais, la première chose à faire, c'est quand vous arrivez à un endroit, c'est déjà pas sortir le boîtier et juste chercher, observer et prendre le temps d'explorer l'endroit. Idéalement, pour faire ça, ben, il faut le faire avant les plus belles lumières. Si vous arrivez le matin avant le lever du soleil, qui fait tout noir, vous n'allez pas forcément avoir le temps de chercher ni la vision pour voir les compositions possibles. Et donc ça vaut la peine de repérer les plages avant ou les lieux que vous voulez photographier avant. Mais il y a aussi des choses que vous n'allez pas voir. Par exemple, ici, ben, c'est de l'eau de la marée basse qui redescend, qui a gelé pendant la nuit. J'aurais pas pu avoir repéré ça la veille, ça peut-être arrivé que cette nuit-là. Donc il faut aussi être sur le moment assez créatif. Et c'est là que ça vaut la peine de pas directement sortir son trépied et se poser à un endroit, vraiment prendre le temps d'explorer le lieu que vous voulez photographier et essayer de repérer des photos et bouger assez régulièrement parce qu'on a tendance à rester au même endroit, mais on rate des images. Et là, ben, si j'étais resté au même endroit, j'aurais pas trouvé ben, cette ligne directrice et j'aurais une photo qui serait moins intéressante. Et donc, au niveau de tout ce qui est trucs et astuces, je dirais, pour travailler au grand angle, une première, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers, qui est plus un guide qui va permettre d'équilibrer un petit peu les images. Donc ici, ben, quand j'ai fait cette photo-ci, je voulais essayer d'avoir la montagne à gauche sur à peu près un tiers et d'avoir le groupe de maisons ici sur un tiers, sur le tiers opposé. C'est vraiment intéressant d'avoir des éléments sur les tiers opposés parce que ça crée une certaine dynamique dans l'image automatiquement. Et donc là, il va circuler d'un endroit à l'autre. C'est assez dynamique. Et vous voyez aussi qu'il y a à peu près, si on enlève la montagne ici qui dépasse, on a à peu près un tiers de ciel et à peu près un tiers de mer, zone un peu plus vide. Donc ce genre de choses, ben, vous pouvez essayer de plus en servir comme un guide. Il n'y a pas besoin de positionner les éléments pile poil sur un tiers. C'est plus un peu pour avoir un repère en quelque sorte pour faire son cadrage. Ce qu'on ne voit pas assez souvent, c'est de travailler en mode portrait avec le grand angle, parce que ça va donner quelque chose de très très intéressant, c'est que si vous travaillez en mode portrait en contre-plongée, en plongée, pas en contre-plongée, vous allez pouvoir vraiment accentuer la dynamique entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Et ça a tendance aussi, quand on baisse son boîtier comme ça, à réétirer un petit peu les montagnes, ou sinon, si on les met en plein milieu d'une photo au grand angle, vont apparaître toutes petites, et d'ailleurs beaucoup plus petites que ce que vous verriez en vrai. Parce que le grand angle a tendance à rapetissir tous les éléments qui sont loin, et agrandir tous les éléments qui sont proches. Donc par exemple ici, ben, c'est un caillou qui a à peu près cette taille-là, et
sur la photo, il prend la même place que la montagne. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer aussi pour chercher. Et je vous ai mis 3 avant-plans que moi je trouve intéressants, qui permettent d'être complémentaires et de pas avoir juste une photo de la montagne, mais d'avoir vraiment une texture intéressante, quelque chose qui guide le regard. Moi ici, je trouve que ça fait en quelque sorte une flèche. Ça va amener le regard dans l'image. C'est pareil avec les craquelures ici. Ça amène le regard dans l'image, donc ça donne de la profondeur. Ici, c'est un peu moins le cas, mais le contraste au niveau des couleurs et des textures est très intéressant par rapport à l'arrière-plan. Ça, c'est une photo très connue et pas forcément très originale, mais c'est quand même une belle image à faire si vous allez là-bas, et ça vaut la peine de vous exercer à la faire, parce que elle n'est pas si facile que ça en fonction de la hauteur à laquelle vous vous mettez et du type de lumière que vous avez. Une autre chose qui fonctionne très bien au grand angle, c'est d'utiliser le mouvement de l'eau. Donc par exemple ici sur une plage, avec une pause, ça doit être à peu près une demi-seconde, en essayant d'avoir, par exemple ici moi je trouve que les vagues, elles ont vraiment une texture qui amène le regard dans l'image, et ça guide vraiment le regard dans la photo. C'est quelque chose qui est vraiment très chouette à faire là-bas, et il y a plein de possibilités, soit sur la plage, soit sur les cailloux, de jouer avec ça. À marée basse, vous pouvez aussi jouer à chercher des reflets. Ici, c'est pas un reflet parfait, mais ça permet quand même de donner une certaine symétrie à la scène, et d'avoir quelque chose de plus intéressant que juste une bande de sable sans aucune texture. Je vous remontrerai une ou deux autres photos plus loin avec les aurores boréales où j'ai fait la même chose. Donc, ce qui rejoint un peu tout ça, c'est essayer de travailler son avant-plan, trouver des textures intéressantes. Par exemple, ici, je trouvais que ces espèces de bosses dans la neige, ça rajoutait quelque chose par rapport à la maison. Pareil, là, on revient sur ce que j'ai dit avant, utiliser les mouvements de l'eau ici sur une pause, ça doit être une demi-seconde, un tiers de seconde, et donc quand l'eau redescend, elle crée ces textures, et chaque photo que vous allez faire est différente. Donc c'est très intéressant de jouer à faire ça et de faire plein d'images comme ça jusqu'à trouver celle qui vous plaît le plus. Et ici, j'avais une plage assez vide, j'ai essayé, personnellement je suis pas convaincu par cette photo, mais j'ai essayé de rajouter quelque chose en avant-plan pour donner un peu de texture. Je vous en montrerai une plus loin de la même plage qui est, je trouve, plus intéressante, mais voilà, c'était pour donner un exemple de ce qu'on peut faire, mais aussi parfois pas forcément faire, parce que dans ce cas-ci, c'est pas un avant-plan très très intéressant, même si il fait une espèce de flèche qui amène le regard dans l'image. Moi, je le trouve pas des plus intéressants. Et puis, pour finir, tout ce qui est ligne de force, et ça c'est vraiment la clé au grand angle. Ici, on est sur le drone, mais on a vraiment cette ligne de route qui amène le regard vers la montagne, et je vous en montre d'autres. Les lignes de force en S, donc des espèces d'ondulations, ça doit pas être un S parfait, mais ça permet vraiment de guider le regard dans l'image vers le sujet. Donc là, vous avez 3 exemples classiques. Les 2 ici sont au drone, là c'est une prise de vue normale, d'avoir des lignes de force qui vous guident vraiment dans le regard, dans l'image, et qui vont donner de la profondeur à vos photos, parce que c'est souvent les problèmes quand on débute partout en photo, que ce soit si on va au Lofoten ou dans n'importe quel paysage, c'est qu'on a du mal à donner une sensation de 3D à ces images. Et donc au grand angle, ça se fait surtout en travaillant en avant-plan qui permet de guider le regard dans l'image. Alors pour passer aux aurores boréales, je vais vous parler rapidement de ce sujet vraiment particulier, parce que c'est complètement unique comme mode de prise de vue, même si ça ressemble un petit peu à tout ce qui est la photo de Voie lactée. Alors d'abord, une aurore boréale, qu'est-ce que c'est? C'est globalement, sans rentrer dans les détails techniques, parce que je les connais pas plus que vous, c'est une réaction entre des particules qui sont charriées par les vents solaires et la haute atmosphère. Et donc c'est quelque chose qui se produit essentiellement au pôle. Et on mesure l'intensité des aurores en kp, et donc c'est une échelle qui va de 0 à 9. Et donc plus on monte sur l'échelle, plus c'est intense, et donc un kp 9 par exemple, ce serait techniquement visible en Belgique si on trouve une zone assez sombre. Il y a quelques années, il y a notamment eu des photos même dans le sud de la France où on voyait, mais on voit pas des aurores comme ça évidemment, on voit juste une fine bande colorée sur l'horizon. Ici c'est parce qu'on est complètement en dessous. Quand on est en Belgique ou en France, on peut le voir très, très légèrement sur l'horizon. C'est pareil dans le nord des Pays-Bas. Mais donc il faut pas s'espérer, même s'il y a un kp 9, de tout d'un coup voir des aurores boréales comme ça en Belgique, ce sera pas le cas. Et l'intensité des aurores boréales est globalement liée au cycle des tempêtes solaires, qui est un cycle un peu plus long où on a un minimum et un maximum solaire, et quand on atteint le maximum solaire, on a globalement des aurores qui vont être plus fortes. Après, il y a des aurores
tous les ans, elles sont juste pas forcément aussi fortes. Mais moi, toutes les photos que vous voyez ici, c'est avec des KP assez bas, de 2 ou 3, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un KP 5, 6 ou 7, même si c'est très très beau, en photo, c'est pas forcément le plus facile à photographier parce qu'il y a tellement de couleurs et ça change tellement dans tous les sens que c'est assez dur de faire une image de ça. Et donc les conditions, globalement, pour pouvoir prendre des photos d'aurore, c'est une nuit noire et sans nuages. Il faut pas absolument que la nuit soit complètement noire, c'est possible de faire des photos d'aurore boréale même avec la présence de la lune, mais alors il faut que les aurores soient un petit peu plus intenses. Et donc au Lofoten, globalement, il y a des aurores boréales toutes les nuits, c'est juste que la plupart du temps, il y a quand même des nuages, et donc c'est pas toujours possible de les voir. Mais en général, si on a une nuit sans nuages, on va voir des aurores. Alors, au niveau de la prévision, ben, on peut se renseigner un peu sur l'intensité des aurores. Il y a des sites internet, par exemple, ici c'est un site américain ben, qui fait une carte ici de la probabilité, je vais prendre ici parce que ça c'est les aurores dans le sud, de la probabilité de voir des aurores en fonction de l'endroit. Les Lofoten sont ici, donc là c'est j'ai regardé ça il y a quelques jours, ben, vous voyez que à ce moment-là il y a probablement peu de chances de voir des aurores sur les Lofoten, mais ça permet de voir vraiment l'intensité à un moment donné des aurores et donc de savoir si ça vaut la peine de sortir, même si globalement moi je sais, dès que j'ai une nuit dégagée, je vais quand même essayer de sortir parce que il y a beaucoup de chances qu'on en voit. Et ici ben, vous avez une application par exemple My Aurora Forecast qui elle est sur téléphone et refait la même chose et ça permet ben, d'avoir des prévisions directement sur le téléphone des aurores, ce qui est assez pratique. Au niveau du matériel, ben, je vous en parlais un peu plus tôt, il faut un objectif un peu différent de ce qu'on utilise d'habitude, vu qu'on est en plein milieu de la nuit, il faut un objectif lumineux. Ici, j'ai mis par exemple un 14 1.8, ça peut être un 14 2.8. Les images ici ici ont été faites quasiment toutes au 14 2.8, un 20 mm 1.8. Si vous avez un 16 35 2.8, ça fonctionne aussi, mais globalement, un objectif lumineux. Si on a des aurores très intenses, c'est possible de s'en sortir avec un objectif qui ouvre à f4. Et dans le reste du matériel, ce qu'il faut vraiment, c'est un trépied, une lampe frontale pour se déplacer, mais globalement, éviter de l'allumer parce que ça embête tout le monde sur la plage, donc c'est bien juste pour se déplacer, mais je vois trop souvent quand on est en train de faire des photos d'aurore, il y a quelqu'un même d'un autre groupe qui allume sa lampe, et alors là, ben, ça ruine les photos de tout le monde. Donc, c'est globalement essayer d'utiliser au minimum et juste pour se déplacer dans les zones qui sont dangereuses. Et sinon des vêtements chauds parce que on peut rester longtemps et il peut faire quand même assez froid, donc si on n'est pas bien équipé, c'est vite fait d'avoir froid, et alors là c'est plus vraiment possible de faire des bonnes photos. Au niveau du mode de prise de vue, on travaille en manuel pour avoir le contrôle total du boîtier, parce que le boîtier il va pas savoir quoi faire au milieu de la nuit avec le mode automatique, donc globalement on évite. Et pour l'ouverture, ben, c'est assez logique, on va essayer de travailler à la plus grande ouverture possible. Ici j'ai mis des valeurs un peu arbitraire, mais globalement, entre f1.4 et f4, et ça dépend un peu de la scène, si on a un avant-plan très proche, il n'y a pas vraiment une règle absolue, mais globalement, le but c'est de faire rentrer le plus de lumière possible pour pouvoir baisser les ISO et éviter d'avoir trop de bruit sur ces photos. Un autre critère qui est lui peut-être plus important que l'ouverture, c'est de choisir la bonne vitesse. On est globalement sur des pauses assez longues, mais il faut pas non plus qu'on commence à avoir des pauses trop longues, parce que les aurores, elles bougent quand même assez vite, ça dépend de l'intensité, mais sur une intensité basse, ça va encore, mais sur des intensités plus moyennes, elles vont quand même bouger assez vite, donc si on commence à faire des pauses trop longues, on perd la texture, comme on voit ici. Et on a aussi le problème, c'est que derrière les aurores, ben, il y a des étoiles, et donc si on fait des pauses trop longues, on va avoir des filets d'étoiles. Donc la technique la plus simple, c'est d'utiliser la règle des 300. Vous prenez 300, vous divisez par votre focale et ça vous donne une vitesse plus ou moins approximative. Donc par exemple, avec un 14 mm, ben, on serait globalement autour de 20 secondes. Après, c'est pas à la seconde près, vous pouvez essayer de faire 25 secondes, il y a peu de chances qu'on voit le filet des étoiles. Ça, c'est un peu à chacun à connaître son matériel et à faire un peu d'essais-erreurs. Même en Belgique, un jour où il fait dégager, ben, vous pouvez tester quelles valeurs sont les bonnes pour éviter d'avoir des flous un flou de bouger sur les étoiles. Et après, ben, s'il y a la Lune, on va globalement pouvoir faire des vitesses un peu plus courtes aussi parce qu'il y a plus de lumière. Au niveau des ISO, ben là, on va être obligé de monter ces ISO assez fort parce qu'on est quand même dans le noir et même si les aurores sont lumineuses, elles sont pas aussi lumineuses que ça quand on les voit, la plupart du temps, sauf si on a vraiment
un capé très intense, en général, à l'œil nu, ça ressemble plus à des nuages. Ici, c'est le boîtier, en fait, qui voit beaucoup mieux dans le noir que nous, parce qu'il fait aussi des pauses de 20 secondes, et donc ça lui permet de capter plus de lumière que nos yeux, qui doivent voir en permanence, et donc ne peuvent pas se permettre de faire des pauses longues de ce qu'ils voient. Donc, souvent, les gens, au début, sont un petit peu déçus, parce que c'est plus impressionnant en photo qu'en vrai. Sauf si on a un KP 5, 6, 7, où là, ça devient super lumineux et ça éclaire vraiment la plage, mais sur les KP moins forts, c'est assez discret et il faut avoir une zone très très sombre pour vraiment bien les voir. Et après, la variation des ISO, ça dépend de l'ouverture de votre boîtier, de la focale pour la vitesse, et aussi si on a de la lune ou pas, ou s'il y a beaucoup de pollution lumineuse, parce que par exemple ici, la plage, elle est éclairée par il y a des lampadaires derrière, donc il fait globalement plus lumineux que si j'étais dans une zone complètement noire. Mais globalement, ce qu'il faut un peu connaître, c'est les limites de votre boîtier pour pas avoir trop de bruit sur vos photos, même si ça se corrige en partie. Et là, pareil, vous pouvez faire des tests avec des photos de nuit en Belgique. Après, globalement, il fera plus lumineux au Lofoten parce qu'il y a de la neige et donc ça reflète une partie de la pollution lumineuse et donc on n'a jamais un noir complet. Là, par exemple, sur la plage ici, on pouvait se promener même sans frontal et la plupart du temps, on y voit suffisamment pour se promener sans frontal. Pour la mise au point, là, c'est pareil que le mode manuel, il faut faire une mise au point manuelle parce que le boîtier, la plupart du temps, va pas s'en sortir. Le plus simple, c'est d'utiliser le mode Live View, et là, vous allez pouvoir zoomer dans le mode Live View directement sur une étoile, et faire la mise au point sur une étoile. Après, je vois qu'il y a une question, c'est vrai qu'on a une profondeur de champ courte, donc en fonction de la focale, après souvent on est sur des focales assez larges, on va avoir une profondeur de champ qui est parfois trop courte, et donc l'avant-plan risque d'être flou. Donc parfois, en fonction de l'ouverture que vous utilisez, il faut faire plusieurs mises au point et faire des photos pour le ciel et puis une photo pour l'avant-plan ou sinon va être flou. C'est pour ça que globalement, c'est un peu plus facile de travailler avec une ouverture de f2, f2.8 sur un très très grand angle comme un 14 mm où la profondeur de champ va être beaucoup plus grande que si on travaille avec un 24 mm 1.4 où à 1.4 et à 24 mm on a une profondeur de champ qui est beaucoup plus réduite et donc on aura plus vite des zones floues sur l'avant-plan. Donc pareil, c'est un peu faire des essais, de nouveau, avant de partir, c'est encore le mieux, de tester dans le noir et de voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ma mise au point quand je la fais sur des étoiles, qu'est-ce qui est net ou pas sur mon avant-plan, pour ne pas se retrouver sur le moment même à ne pas savoir quoi faire. Et c'est globalement une règle générale, c'est en fait de connaître son matériel et de connaître les paramètres à utiliser. Et c'est mieux d'apprendre tout ça avant de partir que sur le terrain, là-bas, où on a un peu moins de temps. Et si on n'a qu'une nuit pour faire des aurores et qu'on loupe ces photos, c'est un peu dommage. Donc, comme toujours en photo, et surtout en photo de paysage, la préparation est importante. Et au niveau de la composition, c'est un peu ce dont je vous parlais avant, c'est essayer de trouver un avant-plan pour pas juste avoir une photo d'aurore, essayer de trouver des aurores, je vais en reprendre ici, voilà, qui reprennent par exemple un peu la forme de la montagne. Là, je vous montre celle-ci, mais j'en ai une qui est quasi la même juste après, mais que je trouve mieux. Ici, j'ai pas forcément de reflet. J'ai un avant-plan qui est pas super intéressant et en cherchant, j'ai fini par trouver un endroit où la mer était un peu mieux mise. Et donc là, j'avais le reflet des montagnes. Et aussi, j'ai attendu et j'ai une aurore qui sortait pile poil ici et qui venait un peu reprendre la forme des montagnes. Donc ça, c'est globalement de la patience sur le terrain, mais aussi d'observer et de se déplacer pour chercher une zone, par exemple, avec un reflet ou avec des textures intéressantes à l'avant-plan. Voilà encore un exemple ici où on a un S assez sympa dans le ciel avec l'aurore. Cette nuit-là, j'ai fait 50 photos. Il y en a une où je trouvais que la forme était plus intéressante. Et pareil, j'avais trouvé une zone où il y avait moyen d'avoir un reflet. Après, le traitement de cette image, je suis pas fan et je pense que je vais la retraiter parce que la balance des blancs est un petit peu trop bleutée, mais globalement, vous voyez l'idée de chercher des formes d'aurore qui complémentent le paysage le plus possible. Et on voit aussi ici qu'il y a quelques nuages et que globalement, ils gênent pas trop la prise de vue quand c'est comme ça. C'est pas comme une voie lactée où c'est vraiment embêtant d'avoir des nuages devant. Et au niveau du post-traitement, pour en parler rapidement, parce que je vois qu'il est quasiment l'heure déjà, pourquoi est-ce que je fais du post-traitement ? Pourquoi est-ce que je vous invite à essayer d'en faire, même si après vous n'aimez pas, mais au moins essayer. Globalement, c'est régler le problème de la plage dynamique limitée du boîtier qui est pas capable de retranscrire ce qu'on voit à l'œil nu.
c'est aussi accentuer un peu la lumière et donc donner plus de caractère à l'image. Et donc là, c'est un peu un choix où parfois on s'éloigne un peu de la scène originelle, on va dire, parce que je trouve qu'en photo, on a un instantané, mais on perd tout le reste des éléments quand on est sur place, du froid, du vent, des lumières changeantes, et donc je trouve que pour essayer de retranscrire cette émotion, ça vaut la peine d'accentuer un petit peu plus la lumière que ce qu'elle n'était au moment de la prise de vue. Mais ça, c'est un choix complètement personnel, et c'est pas du tout quelque chose que tout le monde apprécie ou a envie de faire, donc ça, c'est à chacun de faire ce qu'il aime bien au final. Mais moi, j'aime bien le faire, et c'est quelque chose que j'apprécie. Au niveau des logiciels que j'utilise, globalement, Lightroom, Photoshop, un peu Luminar. Si vous n'avez pas envie de prendre un abonnement à Lightroom, c'est une bonne alternative. Et puis récemment, j'utilise pas mal Topaz Denoise. Je vous montrerai un exemple pour tout ce qui est la réduction du bruit, essentiellement. Et après, comme on n'a pas le temps, il y a pas mal de tutos quand même complets sur du développement, notamment sur Lightroom, sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse plus, vous pouvez aller voir ça directement, comme ça vous aurez des exemples et vous verrez un peu mieux ce que je fais au niveau de mes photos. Et au niveau de la neige, parce que comme je vous en ai parlé, c'est quand même un sujet un peu spécifique, il y a globalement la balance des blancs qu'il faut gérer. Ici, j'ai choisi une balance des blancs froide et moi souvent très bleutée, comme vous l'avez vu sur mes photos, mais c'est un choix et c'est à chacun de faire ce qu'il veut et aussi faire attention aux surexpositions. Ici, j'ai un peu perdu du détail dans ma... Je sais pas si c'était à la prise de vue ou au traitement, mais c'est pas idéal, c'est un peu trop surexposé. Après, on a le soleil qui éclaire directement la neige et un avant-plan dans l'ombre, donc c'est typiquement des cas où les boîtiers vont avoir du mal à gérer la dynamique. Et je vous montre quelques avant-après, comme ça vous voyez... Bon, après, ce qu'il faut vous dire, c'est que le fichier RAW d'un boîtier est aussi beaucoup plus plat que ce qu'on voit à l'œil nu. Ici, j'ai clairement accentué l'ambiance sur la photo. On n'était pas là-dessus. Globalement, la vérité doit être un peu entre les deux, quoi, si on veut. Après, c'est en drone, donc je n'ai même pas vu moi-même cette scène-là. Voilà, ici, post-traitement beaucoup plus limité. Vous voyez que j'ai pas fait énormément de changements. J'ai un peu éclairci la neige dans la zone ici. J'ai enlevé le petit brin d'herbe là qui me dérangeait, et c'est à peu près tout. Un peu assombrir le ciel. Donc là, globalement, c'est un traitement assez léger par rapport à la photo de base, qui était un petit peu sous-exposée d'ailleurs. On voit que la neige, je tombe un peu dans le problème que je vous avais parlé avant, j'ai une neige qui est grise plutôt que blanche. Après, on était en pleine tempête de neige où on voyait rien du tout, donc il faisait plutôt gris que blanc. Et ici, un autre exemple où, là, j'étais en balance des blancs automatique, donc il m'a fait une photo un peu trop froide, je l'ai réchauffée, peut-être un peu trop, peut-être que la réalité ce serait un peu entre les deux. Moi j'aime bien ce rendu-là, et là c'est un choix personnel, à chacun de faire ce dont il a envie de faire. Et j'ai enlevé aussi, pour être complètement honnête, j'ai enlevé 2-3 éléments, un petit piquet électrique là et le caillou là. Est-ce que ça change complètement la scène? Non. Disons que si on voulait avoir une photo qui est complètement similaire à la réalité, on a des changements. Et donc ici, je vous montre un traitement d'aurore boréale, où là, typiquement, la photo est sous-exposée à la base parce que je voulais garder du détail dans les hautes lumières sur l'aurore, mais aussi parce que je sais que sur mon boîtier, je peux changer l'exposition par après, ça va pas générer plus de bruit que si je la change à la prise de vue. Et ça, ça dépend des boîtiers. Vous pouvez regarder sur internet si votre boîtier est ISO invariant ou pas. S'il est ISO invariant, ça veut dire que vous pouvez quand même sous-exposer pas mal la photo. Vous allez après être capable de la rééclaircir sans ajouter plus de bruit que si j'avais monté mes ISO à la prise de vue. Et là, ma balance des blancs était, je pense, en automatique et les montagnes sont complètement magenta, donc je leur ai redonné une teinte un petit peu plus naturelle, mais globalement, à l'œil nu, on voit pas aussi bien que ça. La scène ressemblerait plus à ça à l'œil nu. Et donc c'est là que ça fait une différence entre ce qu'on voit, notamment au niveau des aurores, c'est qu'ici ça paraît super lumineux et on a l'impression que c'est en plein jour, alors que c'est plus le boîtier qui capte de la lumière que ce que je voyais à l'œil nu. Et un dernier petit point, si on a encore le temps, sur l'harmonisation des couleurs. J'en avais parlé déjà dans le webinaire sur la photographie de paysage en Belgique. C'est globalement essayer de travailler les couleurs pour qu'elles s'harmonisent un petit peu plus entre elles, sur base de la théorie des couleurs. De nouveau, là-dessus, il y a des livres complets. C'est pas mal basé sur tout ce qui est la peinture classique. Je vais vous montrer quelques exemples qui sont assez parlants d'harmonie des couleurs. Donc, par exemple, une dyade où on a
deux couleurs pas tout à fait complémentaires. Les complémentaires, c'est les complètement opposés sur le cercle chromatique. Donc, deux couleurs pas tout à fait complémentaires. Donc ici, un rose-orange et un magenta bleu, qui s'agencent assez bien. Et vous pourriez prendre la même chose avec ce vert et ce turquoise ici, par exemple. Ça, c'est une harmonie qui marche très bien. Ici, quelque chose de plus analogue, donc des couleurs qui sont les unes à côté des autres sur le cercle chromatique. Ici, la représentation n'est pas tout à fait exacte. On est plutôt sur des bleus, turquoise, vert, mais ça donne quelque chose d'assez plaisant à l'œil. Le plus classique, je dirais, des harmonies de couleurs, c'est les couleurs complémentaires, où ici on a un bleu et un orange. On pourrait tout à fait avoir un rose et un magenta, mais ça se trouve forcément beaucoup moins dans la nature. On a souvent des ciels bleus avec des levées de soleil orange. Ce qui marche bien au Lofoten, surtout quand on a un temps très gris comme ici, c'est quelque chose de monochrome. Donc ici, j'ai été un peu sur le bleu légèrement vert. J'aurais pu faire un monochrome orange, mais je trouve que sur des scènes avec de la neige, ça ne s'y prête pas forcément. Et un dernier exemple qui rentre pas du tout dans la théorie des couleurs, c'est simplement avoir une couleur très saturée qui contraste avec un environnement complètement neutre, comme on l'a déjà vu. Et pour terminer, je vous montre juste un petit avant-après au niveau de la gestion du bruit dans Topaz Denoise. Vous voyez que ça fait quand même une grosse amélioration au niveau du bruit, et donc ça permet, même si on a un boîtier qui n'est pas forcément hyper performant en montée en ISO, quand même de rattraper une image et d'avoir quelque chose. Ici, c'est super propre, avec un boîtier un peu moins performant, on aurait plus de bruit, mais globalement, ça permet quand même de compenser une partie des faiblesses du boîtier. Après, il y a aussi, et je voyais que c'était dans la discussion avec DxO, moi je l'ai pas testé, mais apparemment la réduction du bruit fonctionne assez bien aussi. Ces logiciels-là, la plupart du temps, il y a des versions d'essai gratuites, donc vous pouvez tester et voir si ça vous plaît. Moi, c'est le seul plugin que j'utilise vraiment avec Photoshop, parce que je trouve que ça fonctionne super bien. Et donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je pense qu'on est pile à l'heure. Donc je vois déjà qu'il y a une question de Renaud dans le chat qui demande s'il y a autant de vent qu'en Islande pour les photos au drone. Je dirais qu'il y en a quand même moins, mais ça dépend. Mais c'est quand même, dans moi, les fois où je suis allé, il n'y avait pas autant de vent qu'en Islande. Et j'ai quand même pu pas mal utiliser le drone, mais ça dépend de la semaine sur laquelle on va tomber. Ah bah voilà, il y a Jérôme qui dit quand même très intéressant ce webinaire sur ce que tu as donné. Et ça donne envie de venir faire un stage avec toi là-bas. Ben Mais voilà. merci Jérôme, tu es le bienvenu si tu as envie. Jérôme, tu regardes avec Alium sur son page Facebook ou sur son site internet. Oui, je vois que Xavier demande aussi des réglages de certaines photos. Globalement, moi j'ai pas. Ça, je trouve, en général, je les partage pas parce que je trouve que ça n'aide pas forcément les gens, parce que ça change tellement en fonction de la photo. Mais pour donner une règle générale, dans comment moi je fais mes photos de paysage en journée, coucher, lever de soleil, je vais travailler globalement avec des ouvertures entre f8 et f16, en fonction de la profondeur de champ dont j'ai besoin, et je vais essayer de garder mes ISO à 100. Et la vitesse est pas importante. Après, si je commence à faire des photos avec des mouvements d'eau, comme je vais vous ai montré, là, je vais ajuster ma vitesse pour avoir quelque chose qui correspond. Donc en général, une seconde, une demi-seconde, là c'est un peu à chacun de faire des tests. Et puis je vais essayer de garder une ouverture toujours autour de f8, quitte à monter un peu mes ISO si nécessaire. Donc voilà, c'est plus pour donner des règles générales, parce qu'il n'y a vraiment pas moyen de donner des paramètres qu'on peut reproduire à chaque fois. Ça dépend tellement de la scène que c'est très très aléatoire. J'ai encore une question de Quentin. Pour toi, c'est quoi la meilleure période pour y aller? Plutôt fin janvier, en février, ou est-ce que tu Moi, voudrais je dirais, un autre moment? moi, je dirais plutôt début mi-février, c'est pas mal. On a un peu l'entre-deux entre les journées très très courtes de fin janvier et les journées plus normales du mois de début mars. Et est-ce que toi, tu as encore une autre période que tu voudrais bien une fois revoir Moi, je voudrais bien y aller au soleil de minuit. Donc ça, c'est en été, au mois de juin, et une fois en automne, au mois de septembre. Ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, parce que c'est complètement différent. Une fois qu'on n'a pas de neige sur les paysages, ces montagnes là, qui paraissent très austères, en été, c'est tout vert partout. Donc c'est un paysage qui est complètement changé. Donc ça, j'aimerais bien faire Ouais. un de ces jours.
J'ai Nicolas qui demande qu'en automne c'est possible de voir les aurores. Je pense un peu moins de chance, mais c'est C'est possible. possible aussi, mais les nuits sont, je dirais, à partir de début septembre, on peut commencer à en voir, mais les nuits sont moins longues, donc globalement, on a moins de chance. Et je pense, pour ce qui est de octobre, novembre, décembre, bah décembre il fait noir tout le temps, donc c'est pas vraiment un mois intéressant. Et octobre, novembre, la météo est assez mauvaise apparemment. J'ai jamais été à ces périodes-là, donc je sais pas exactement quelle est la météo, mais globalement, nous, avec l'agence, c'est surtout les 3 mois d'hiver, enfin janvier, février, mars, et éventuellement les voyages de septembre. Septembre, je pense que c'est septembre, où là, il y a moyen d'en avoir aussi, mais les nuits sont plus courtes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, moi j'ai remarqué que les aurores, c'est en général avant minuit, et qu'après minuit, elles vont commencer à faiblir. Ok. J'ai l'impression que c'est plus en première partie de nuit que c'est le plus intéressant de ce que j'ai remarqué sur les fois où je suis allé. Et Ok. j'en discutais avec d'autres photographes qui me disaient la même chose. Ok, on va comprendre la dernière question pour Marie, et après ça, malheureusement, il faudra qu'on arrête ce magnifique séminaire webinaire. Est-ce que tu utilises des photos Des- est-ce que le- tu utilises le filtre polarisant sur la neige? Parfois, j'aurais tendance sur la neige, c'est pas forcément l'endroit où c'est le plus utile, je trouve, parce que ça va avoir tendance à faire ressortir la couleur très bleutée de la neige. Par contre, là où c'est très utile, c'est globalement sur toutes les plages et toutes les zones mouillées, donc tous les rochers mouillés. Là, le filtre polarisant, ça permet d'enlever les reflets et donc de densifier un peu les couleurs des rochers. Ou par exemple, si je reviens, je ne sais plus où elle est, sur une des photos, Avec moi la je, pierre. moi j'utilise pas ça énormément, le polarisant, honnêtement, mais voilà, sur celle-ci, par exemple, ben, j'ai utilisé un polarisant pour enlever le reflet sur l'eau et donc bien voir la pierre au fond de l'eau. Mais par exemple, ici, le problème d'avoir, si j'avais mis un polarisant, ben, j'aurais enlevé le reflet sur le fjord. Ici, j'aurais pu essayer, mais globalement, je l'utilise pas énormément, mais ça vaut la peine dès qu'on a des zones de rochers ou une plage. Par exemple, ici, je pense que je l'avais peut-être mis aussi, je me souviens plus exactement, mais probablement, mais pour enlever les reflets du ciel et avoir des couleurs un petit peu plus denses. Pour ça, c'est intéressant. Voilà, c'est comme ça qu'on va finir la soirée. Je vous remercie beaucoup. Une bonne Merci à soirée, tous, bonne soirée à tout le monde. à Léo, et bonne soirée à tous, et à la prochaine. À la prochaine.